Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie dividende aristocrate. Du côté des États-Unis, là où c'est davantage connu au départ, et aussi du côté européen. Une stratégie concernant les dividendes, une stratégie possible en tout cas sur les dividendes. Et nous ferons également dans cette vidéo des analyses fondamentales, toujours suivant les 8 critères qui sont notés sur la gauche, 5 critères essentiels et 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous renvoie de suite vers la vidéo qui détaille tous ces critères si vous ne les connaissez pas encore. Mais avant tout ça, parlons de stratégie dividende aristocrate. Dans cette stratégie, 3 critères sont définis pour dire que c'est un dividende aristocrate. Il faut que l'entreprise, la société, elle ait depuis 25 ans au moins augmenté son dividende, année après année, sans aucune erreur, sans aucune coupure de ce dividende. Du côté européen, on voit différentes choses passer. Généralement, on prend 10 ans plutôt que 25 ans, sinon il y aurait vraiment très peu de sociétés. Déjà qu'avec 10 ans, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc du côté des sociétés en euros, on prend plutôt 10 ans. Et ça va même jusqu'à la hausse, si c'est exactement le même montant d'une année sur l'autre, ça passe aussi. Donc vous verrez qu'on sera un peu plus malléable sur les sociétés européennes, mais cela reste dans l'idée 25 ans de dividendes en hausse. Mais il y a un deuxième critère qui s'ajoute pour les dividendes aristocrates, il faut que ce soit des sociétés dont le titre au niveau des actions, il y ait 5 millions de volumes d'échanges par jour. Alors tout ça, comme c'est mis à jour tous les trimestres, c'est vérifié tous les trimestres, c'est une moyenne de volume d'échange. Mais en tout cas, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité. Un troisième critère vient s'ajouter à ça. Et ce troisième critère, lui, il concerne la capitalisation boursière. Il faut que ces sociétés soient supérieures à 3 milliards de dollars. Donc des grosses sociétés bien implantées. Donc tout ça, bien sûr, pour les sociétés du côté européen, vous les convertissez dans la monnaie du pays en Europe. Et après, bien sûr, il vient s'ajouter le quatrième critère, mais que je n'indique pas ici, en fonction quand on dit que c'est des dividendes aristocrates du SP500 par exemple, il faut que ce soit dans une entreprise du SP500, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a forcément des avantages sur cette stratégie, du moins une stratégie, on parle de stratégie, mais c'est un style global, puisque la stratégie, c'est bien votre stratégie, elle sera propre et unique, et c'est vous qui la déterminez. Cette stratégie, concernant les dividendes, ça vous permet d'avoir une rente. Mais contrairement à une stratégie à fort dividende, par exemple, et je vous renvoie vers la vidéo concernant les forts dividendes, même vers les 2 vidéos, si vous ne les avez pas vues, et qui détaillent ces stratégies et qui fait l'analyse fondamentale d'actions concernant les forts dividendes, là on va avoir une rente, mais plus à long terme. C'est-à-dire que généralement les pourcentages, ils ne vont pas forcément être forts. Ils peuvent, pourquoi pas, si on trouve une stratégie qui fait les deux, qui augmente ses dividendes et qui est une grosse société bien solide, qui a des volumes d'échange importants et qui a un très fort rendement, ça donne une stratégie à fort dividende et dividende aristocrate. Mais généralement, c'est quand même des sociétés où le dividende, il est moindre au niveau rendement, mais par contre, il augmente au fur et à mesure. Donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'avoir une rente, pas forcément tout de suite, mais sur le long terme. De la même façon, en fonction de votre objectif, et c'est là où on commence déjà à avoir des choix, si vous voulez la rente tout de suite, vous allez plutôt vous tourner vers des sociétés dividendes aristocrates qui vont faire un dividende plus ou moins fort quand même. Si vous vous en fichez en tout cas, ou que vous voulez juste garder la société à plus long terme et avoir une rente plus tard, vous allez prendre, pourquoi pas, des sociétés qui ont plutôt un peu plus de croissance et versent des dividendes, un rendement en tout cas, un peu plus faible. Et vous allez profiter de cette évolution dividende année après année, vous tout en n'ayant juste votre action de base, mais un dividende qui augmente, par ici il augmente de 5% par an, au bout de 10 ans, vous n'avez plus du tout la même somme d'argent qui tombe, pour pourtant la même somme d'argent immobilisée au départ, investie au départ. Il y a d'autres avantages. Bien sûr, c'est une stratégie à dividende, et ça dans toutes les stratégies à dividende, vous pouvez réinvestir sans vendre. Et vous pouvez réinvestir pas forcément sur votre action. C'est une possibilité, mais vous pouvez aussi vous dire j'ai un panier d'actions dividendes aristocrates
et ben, je vais aller jouer en fonction de ces actions-là, laquelle va moins bien, laquelle va mieux, et c'est là où je vais aller réinvestir. C'est tout ça que vous pouvez aller faire. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vendre des actions et de faire des plus-values pour bénéficier de cette rente. Et après, bah pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de réinvestir. Au bout d'un moment, dans votre stratégie, c'est à définir aussi. Est-ce que l'argent, vous l'utilisez de votre côté? Une liquidité importante, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais comme on a 5 millions de volume échangé minimum par jour, eh bien ça fait des titres qui sont très liquides, et c'est-à-dire des titres qui sont très faciles à revendre, et aussi souvent des titres où le spread, donc l'écart entre dans le carnet d'ordre les vendeurs et les acheteurs, va être très faible. La volatilité, elle est souvent plus faible sur ces sociétés aussi. Ce sont des grosses sociétés avec beaucoup de liquidités, beaucoup de volume d'échange, et ce sont des sociétés avec des grosses capitalisations boursières qui sont là depuis au moins 25 ans en train de verser des dividendes, donc qui sont bien implantés. Et généralement, ce qu'on constate par rapport à la moyenne, on va dire, du marché, alors le marché sera à définir, hein, ça dépend beaucoup de ce qu'on prend, mais globalement, par rapport à la moyenne de toutes les actions qui sont autour, peu importe le pays, eh bien, on a une volatilité plus faible, donc ça peut être intéressant pour un investisseur de moins avoir son portefeuille qui fait des hauts, des bas, tout ça c'est pareil, c'est à vous de voir, mais ça peut être clairement un avantage. Et enfin, avec tout ça, avec tous les critères que l'on vient de nous donner, avec tous les avantages que je viens de donner, nous sommes sur des sociétés solides, en bonne santé financière, parce qu'elles ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant 25 ans, donc il va falloir quand même faire attention, mais généralement, ces grosses sociétés avec des grosses capitalisations boursières, etc., sont de bonnes sociétés sur lesquelles vous avez quand même un risque un peu plus faible. Il y a toujours des inconvénients dans une stratégie, et le premier, je parlerai de la pérennité du dividende. Effectivement, pour qu'une société reste dans les dividendes aristocrates, il faut absolument qu'elle augmente son dividende année après année. Elle n'a pas le choix. Donc à partir du moment où elle a décidé d'un montant du dividende, l'année suivante, elle est obligée de le payer. Peu importe ce qui se passe. Crise, pas crise, financière, quelque chose comme le Covid avec une pandémie. Voilà, sinon elle perd son statut. Donc il faut faire attention à quelle est la stratégie de la société. Est-ce qu'elle cherche absolument à rester dans ses dividendes aristocrates, quitte à mettre en danger sa santé financière? Et c'est là où il faut donc faire attention à cette pérennité du dividende. Associé à ça, il y a la capacité de versement du dividende. C'est-à-dire qu'effectivement, si la société elle décide dans sa stratégie et qu'elle veut absolument rester dividende aristocrate, ben, il faut faire attention à ce versement de dividendes, et notamment au dernier critère qui est le critère de la distribution ici, du ratio de distribution, que la société, ben, au fur et à mesure, certes, elle augmente son dividende, mais si le ratio de distribution, lui, il n'arrête pas d'augmenter et qu'au bout d'un moment, elle passe en endettement année après année, ben, clairement, cette capacité de versement du dividende, ça ne va pas faire long feu derrière. Donc, il faut se méfier aussi. Il y a un troisième risque que l'on peut noter, c'est la performance et le cours de bourse. Il faut faire également attention à ça. Vous avez investi à une première année, une année A, pour bénéficier de ces dividendes qui vont augmenter pendant 25 ans, mais si la performance et le cours de bourse de la même société, bien implantée depuis des années, n'arrête pas de chuter, est en tendance baissière depuis 25 ans, eh bien vous n'avez rien gagné, voire vous avez perdu en fonction du pourcentage du rendement et du pourcentage de la baisse du cours de bourse. Donc nécessairement, il faut faire attention à ça aussi. Par rapport à une stratégie à fort dividende, généralement, on est quand même sur des performances et des cours de bourse qui vont mieux. Il y a quand même moindre risque de ce côté-là. Mais il faut toujours faire attention. Il y a des sociétés où, si on regarde sur 5 ans, ça baisse. C'est clairement. Et du coup, associé à tout ça, ça va un peu dans tout, hein, dans tous les inconvénients ici de la stratégie, c'est la perte du statut dividende aristocrate de la société. Si la société ne peut plus verser ce dividende en hausse, ou si elle décide de le couper, par exemple ça s'est vu beaucoup en Europe avec la pandémie, avec les demandes européennes, etc., par exemple les bancaires et d'autres sociétés où la France a demandé à ces sociétés de ne pas verser de dividendes par exemple, la perte du statut peut être là. Et dans ce cas-là, votre société, elle sort forcément de votre stratégie dividende aristocrate.
Elle peut rester dans votre portefeuille dans une stratégie plus globale dividende, c'est bien pour ça que je dis que c'est à vous de définir votre stratégie, mais cette société ne sera plus dans cette liste. Néanmoins, cette liste, elle est assez peu mouvante. Il y a quelques entrées à chaque fois que c'est mis à jour, il y a quelques entrées, quelques sorties, mais ça reste assez peu. Aujourd'hui, dans la liste, nous avons environ 65 entreprises du côté des États-Unis et 35 du côté de l'Europe. Beaucoup de choix à faire dans ce style de décision. Toujours, est-ce que vous faites du dollar cost averaging sur ces sociétés, avec des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, en prenant des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, et comme ça vous augmentez votre investissement, et vous faites en sorte, par exemple, de réinvestir vos dividendes au fur et à mesure pour avoir les intérêts composés qui jouent en votre faveur et avoir de plus en plus de dividendes et de rentes. Ça, c'est à vous de le décider. Avec une volatilité plus faible, un DCA peut vous amener au fur et à mesure à avoir un prix moyen, mais qui ne sera pas le prix idéal, c'est comme si vous aviez fait all-in, mais avec des moindres risques. Mais vous pouvez jouer aussi sur le timing. Vous pouvez aussi décider d'avoir un portefeuille d'actions de dividendes aristocrates, quelques sociétés que vous suivez par exemple, et comme je vous l'ai dit, plutôt que de réinvestir directement sur l'action qui vous a versé le dividende, allez jouer des timings sur les actions qui sont un peu plus décotées pendant une période, ou des choses comme ça, selon des critères que vous aurez définis. Et vous avez la possibilité de définir également votre durée d'investissement. Est-ce que vous gardez ces actions à vie pour toucher les rentes? Est-ce que les rentes, vous les prenez pour vous et à partir de combien d'années? Qu'est-ce que vous faites au niveau de ces actions? Est-ce que vous restez 5 ans et puis vous pouvez choisir de changer d'action selon des critères qui vous sont propres? Qu'est-ce que vous faites également si la société sort du statut dividende aristocrate? Qu'est-ce que vous faites si une société rentre dans le statut dividende aristocrate? Plein de choix qui sont à faire ici. Et donc plein de critères d'achat-vente à faire, je vous le rappelle. Puisque si vous me dites vous gardez les actions à vie, c'est toujours la même chose. Pensez à votre héritage, du coup pour ces actions à vie, et pensez à pourquoi vous les gardez à vie. C'est-à-dire que sur des sociétés, sur des stratégies comme ça et des sociétés qui versent des dividendes, vous pouvez effectivement vous faire des rentes, et puis si ça augmente votre patrimoine, ça sera très bien pour vos proches lorsque votre décès arrivera malheureusement. Mais tout ça, ce sont plein de critères d'achat-vente que vous décidez. De la même façon, il ne faudrait pas que la société, et c'est pour ça que vous pouvez avoir ça, la société soit en croissance au fur et à mesure des années, puis au bout d'un moment, eh bien, ce cours de bourse se retourne pour avoir une tendance baissière pendant le même nombre d'années et revenir à son point de départ. Ça serait quand même dommage si ce n'était pas dans votre stratégie d'achat-vente et que vous ne vous êtes pas débarrassé de cette société. Donc tout est possible à ce niveau-là. De la même façon, votre choix aussi de diversification. Là, nous allons voir des sociétés qui sont uniquement dans cette stratégie dividende aristocrate, mais votre allocation globale de portefeuille, de savoir est-ce que vous êtes que sur ces sociétés-là, est-ce que vous êtes un peu sur des sociétés comme ça, un peu sur des sociétés à fort dividende, un peu sur des sociétés à croissance, un peu sur des sociétés à value, des sociétés pour la stratégie momentum, etc. Et quel est le pourcentage pour chacune des sociétés de votre allocation, de votre investissement? Voilà, tout ça, c'est à vous de définir. Et de la même façon, concernant la diversification, quel secteur vous allez jouer avec ces sociétés dividendes aristocrates et combien de sociétés. Tout ça peut être défini et doit être défini. Et enfin également, on a parlé Europe, États-Unis. Est-ce que vous faites cette stratégie dans un PEA? Est-ce que vous faites cette stratégie dans un CTO? Est-ce que vous faites un peu des deux? Tout ça, c'est à vous de le définir dans votre stratégie. Et enfin, bien sûr, nous finissons toujours par quelle est la sélection d'actions ou d'ETF, je vous rappelle. Tout ça peut être fait par des trackers. Il y a des trackers qui vont aller s'appeler dividendes aristocrates. Toujours regarder la composition de ces trackers pour vérifier qu'elle vous convient et que la proportion de chacune des sociétés, même si elle va changer au cours du temps, vous convient également. Mais vous pouvez aller faire une stratégie comme celle-là sur des trackers, sur des ETF, sur des trackers passifs, et faire une stratégie complètement passive plutôt que du stock picking, donc de choix d'actions. Et sinon, sur quels critères basez-vous votre sélection d'actions? Et c'est là où nous allons aller ensemble voir cela, puisque premier critère qui est obligatoire, c'est celui de la hausse du dividende.
il va forcément être en vert par rapport à nos 8 critères. Comme je vous l'ai dit en Europe, il peut être en vert clair, éventuellement. Mais sinon, nous allons chercher à ce qu'il soit en vert dans la sélection d'actions. Mais comme d'habitude, je vais essayer de pas seulement me dire oh, c'est bon, il est en vert et donc du coup je vous fais toute la liste des dividendes aristocrates. Je voulais quand même trier pour essayer de vous présenter celles qui pourraient être les plus intéressantes, mais qui restent dans tous les cas à analyser de manière fondamentale et objective. La deuxième chose, et vous le comprenez, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai pris uniquement des sociétés dont le cours de bourse, donc l'évolution du cours de bourse au niveau critères, est en vert également. Et donc des sociétés qui sur 5 ans et sur 3 ans sont en augmentation de plus de 5% par an. Et vous allez voir qu'on en trouve un sacré paquet parmi ces sociétés solides en bonne santé financière. Et en plus de ça, je rajoute le fait que les sociétés que je vais vous présenter, et je vais commencer par 8 sociétés aujourd'hui dans cette vidéo, mais il y aura d'autres vidéos avec la suite de la liste, je vais les prendre à la fois du côté européen, à la fois du côté américain, mais par ordre décroissant de leur performance sur 5 ans. Alors de la performance, je l'ai pris à une date donnée, pour l'instant, je ferai des mises à jour. Pour faire l'analyse fondamentale sur les 8 sociétés que nous allons passer en revue aujourd'hui, nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus nous allons mettre du rouge, plus les critères seront invalidés, et plus nous allons mettre du vert, plus les critères seront valides. La société qui arrive en pole position parmi les 8 sociétés qui vont être présentées aujourd'hui dans ce style, dans cette stratégie dividende aristocrate, il s'agit d'une société américaine et il s'agit de West Pharmaceutical Services. La société West Pharmaceutical Services, elle conçoit et produit des systèmes de confinement et d'administration pour les médicaments injectables et les produits de santé dans différents endroits dans le monde, les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire un peu partout. 2 segments dans cette société, un, les produits exclusifs, donc les contrats exclusifs avec des sociétés, et également les produits fabriqués sous contrat. Dans la première partie, donc les produits qui sont propriétaires, elle propose des bouchons, des joints pour les systèmes d'emballage injectables. On voit des composants, des seringues, de cartouches ici. Je ne vais pas tous les faire, mais bon, vous voyez, ça parle de film, de revêtement, le lavage, les processus de service d'inspection, de stérilisation, par exemple. Le tout permettant d'améliorer la qualité des composants d'emballage. Il y a également tout ce qui est la partie solution de confinement de médicaments, notamment cristal zénith avec un polymère d'oléfine cyclique. Et tout ce que nous pouvons voir ici, il y a également tout ce qui est expertise réglementaire et support technique à l'avant-vente. Ce segment, cela dessert des sociétés de médicaments biologiques, de médicaments génériques et des sociétés pharmaceutiques. La deuxième partie de cette entreprise, c'est les produits fabriqués sous contrat. Et ils sont impliqués dans la conception, la fabrication, l'emballage automatisé de dispositifs qui utilisent des systèmes d'administration de médicaments de différents secteurs, chirurgicaux, diagnostiques, ophtalmiques, injectables et différents autres. Et aussi des produits de consommation. Là aussi, différents clients, ce sont les entreprises pharmaceutiques, de diagnostic et des dispositifs médicaux. L'entreprise, elle distribue ses produits à travers la force de son réseau de distribution, ainsi que les agents de vente contractuels et des distributeurs régionaux, donc plusieurs façons aussi de distribuer les différents produits. La société, elle est implantée depuis très longtemps, 1923, du côté des États-Unis. Donc pour le côté business, c'est du vert sans aucun souci. Passons à la capitalisation boursière. Elle est indiquée ici, elle est à 3,32 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière obligatoire pour les dividendes aristocrates, puisque nous l'avons vu que c'est supérieur à 3 milliards. Là, c'est donc largement supérieur à 500 millions. Et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net, son évolution en jaune sur le graphique année après année durant les 5 dernières années. Eh bien vous voyez que c'est sans appel, vous allez voir ici la progression année après année qui va se faire dans le vert à chaque fois, une flèche verte. Et donc, sans discontinuer, il y a une hausse du résultat net année après année, et c'est la même chose pour le chiffre d'affaires, c'est un troisième critère que nous mettons en vert. Le cours de bourse, il apparaît en vert et il apparaît haussier, très haussier. La hausse, vu que c'est le premier de la liste,
j'ai même pas besoin de la prendre, tout est indiqué ici, vous voyez 435,17% de hausse sur 5 ans. Et sur 3 ans, nous avons, si nous prenons par rapport à mi-décembre, nous avons sur 3 ans 329,91% de hausse. Donc là, c'est vraiment des très fortes hausses, c'est largement plus de 5% par an, et c'est donc un quatrième critère que nous mettons dans le vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 55,76. Là, il est dans la zone au-delà des 35, et donc c'est la zone que nous mettons en rouge, c'est un PER très élevé. Passons côté dividende. Côté dividende, l'historique de ce dividende pour commencer, vous le voyez l'historique de dividende ici, c'est haussier, c'est ce que nous regardons dans les dividendes aristocrates. Pas plus de choses à dire, haussier année après année, c'est donc du vert pour ce critère. Nous allons côté rendement, et d'ailleurs à rajouter que la croissance du dividende sur 5 ans, sur les 5 dernières années, est de 8% en moyenne. Le rendement, il est faible, il est de 0,16%. Il a juste le mérite d'exister, il n'est pas à 0%, mais il est dans la catégorie qui va de 0 à 1%, catégorie que nous mettons en orange, mais je vous le rappelle, il augmente année après année. Passons à la santé financière de l'entreprise, le ratio de distribution de ce dividende, faible. Bien, vous voyez que le ratio de distribution, avec les résultats qui augmentent année après année, il est plutôt dans une tendance baissière, il diminue année après année. Et en plus, le haut de ce graphique, qui commence en 2011, est de 30%, donc largement inférieur à la zone des 60%. Donc c'est une très bonne santé financière de l'entreprise qui peut réinvestir pour s'agrandir encore et encore, pour étendre ses activités. Et donc un dernier critère que nous mettons en vert. Le bilan est plutôt positif pour West Pharmaceutical Services, la société qui a le plus performé parmi toutes les sociétés des dividendes aristocrates durant les 5 dernières années. Le bilan est plutôt positif puisque les 5 critères essentiels sont en vert, sauf le PER qui s'affiche en rouge, qui lui est très élevé. Mais cela s'explique assez facilement puisque c'est une société, on le voit avec les dividendes, qui verse très peu de dividendes, 0,16% de rendement. Le dividende est par contre en augmentation et la distribution est parfaitement maîtrisée. Donc c'est une société qui est encore dans une phase davantage de croissance que de dividendes versés pour le moment. Et donc du coup cela s'explique puisque généralement pour les sociétés qui ont plus de croissance, le PER est plus élevé. C'est souvent comme ça. En tout cas, rien à dire sur ce dossier, c'est un dossier plutôt positif. Nous restons du côté des États-Unis pour la deuxième société qui arrive dans ce classement des 5 sociétés des sociétés ayant performé sur les 5 dernières années, et il s'agit de la société S&P Global. S&P Global, avec ses filiales, elle fournit cette société des notations, des repères, des analyses et des données au marché des capitaux et des matières premières du monde entier. 4 segments dans cette société, nous allons les voir en détail. Le premier segment, il s'appelle Rating, il offre des notations de crédit, des recherches, des analyses aux investisseurs, vous voyez, aux entreprises, au gouvernement, aux municipalités et ainsi de suite, à d'autres émetteurs de la dette, tout ça c'est les clients. Le deuxième segment, la partie Market Intelligence, cela fournit des données, des recherches, des capacités d'analyse sur plusieurs classes d'actifs. Cela intègre des services d'analyse de bureau pour les gestionnaires d'investissement. Et ensuite, voilà, vous voyez encore ici les banques, on vous parle de compagnies d'assurance, de compagnies commerciales, etc. Tous les différents clients pour ce segment. Le troisième segment, il s'appelle Platts, il offre des données essentielles sur les prix, des analyses, des informations sur l'industrie pour les marchés des matières premières et de l'énergie. Encore une fois, là, il dessert les producteurs, des négociants, des intermédiaires sur les marchés, la pétrochimie, les métaux et l'agriculture au niveau de ses clients. Le quatrième et dernier segment, il s'agit du segment indice, qui a fourni des indices qui maintiennent diverses évaluations et références d'indices pour les conseillers en investissement, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs institutionnels. Il y a en plus d'autres activités telles que des systèmes d'analyse, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, de visualisation de données aux principales banques et institutions d'investissement mondiales de Wall Street par exemple, et ainsi de suite qui sont données. Donc vous voyez quelques autres activités de la société indiquées ici. L'entreprise elle a changé de nom,
en 2016, comme vous pouvez le voir. Elle est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1860 avec son siège social à New York. C'est donc sans appel du vert pour le côté business, puisque c'est une société bien implantée depuis très longtemps et bien diversifiée dans ses activités. Passons à la capitalisation boursière pour S&P Global. La capitalisation boursière est ici, elle est de 112,70 milliards de dollars, encore une plus grosse capitalisation que la société précédente, et donc un critère que nous mettons en vert. Au niveau du résultat net, son évolution, eh bien vous voyez que en 2020 nous sommes à 2,34 milliards, en 2018 nous étions à 1,96 et en 2016 nous étions à 2,11. Donc que ça soit sur 3 ans ou sur 5 ans, c'est globalement haussier. Mais on voit par exemple très facilement à l'œil nu qu'en 2017 c'est inférieur, moins 28,96% par rapport à l'année 2016. Donc tout cela fait que c'est globalement haussier, et vous voyez même sur le CA, donc le chiffre d'affaires en vert, que là c'est complètement haussier. Mais concernant le résultat net qui nous intéresse, c'est globalement haussier, mais pas complètement, puisqu'il y a des années telles que 2017 où ça n'augmente pas. Et donc du coup, nous allons mettre ce critère en vert clair. Le cours de bourse, lui, il apparaît haussier, il apparaît en vert. La hausse, je n'ai pas besoin de la calculer, elle est indiquée maintenant ici à 328,95%, donc la deuxième plus forte hausse sur 5 ans. Et sur 3 ans, à partir de mi-décembre 2018, nous avons 180,66% de hausse, donc sans appel, des très fortes hausses, un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 40,30, inférieur à celui de la première société, mais là aussi largement supérieur à 35, et donc dans la zone rouge. Passons du côté des dividendes, avec tout d'abord l'historique du dividende et son évolution sur les 5 dernières années. Alors vous voyez effectivement un pic ici. Dans les dividendes aristocrates, sachez que seul le dividende ordinaire compte. S'il y a des dividendes extraordinaires, ils ne comptent pas dans cette hausse de dividendes qui doit avoir lieu année après année. Et vous voyez ici par exemple, on voit une petite baisse. Maintenant, il faudrait aller voir les chiffres s'ils sont réellement exacts, puisque sinon, ça ferait sortir la société des dividendes aristocrates. Or, elle est bien indiquée, donc je ressens plutôt une erreur. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse nous, c'est ce qui se passe à la fin ici, et c'est haussier année après année, et c'est donc du vert pour ce critère. La hausse, elle est importante, on le voyait que ça avait augmenté, c'est 15% par an en moyenne. Le rendement, il est peu élevé, il se trouve dans la zone entre 0 et 1%, c'est un rendement avec un critère que nous mettons en orange. Associé à ce rendement, la santé financière de l'entreprise, le ratio de distribution, il est indiqué ici. Pareil, nous regardons sur les 5 dernières années et on voit que c'est très faible puisque la plus grosse année, même indiquée, même si on ne prend pas 2021, mais ça va être du même acabit, on voit qu'à chaque fois, nous sommes dans les 20% environ, entre 20 et 30%, en dessous des 30%, et donc bien inférieur à 60%, et un dernier critère du ratio de distribution que nous mettons en vert. Le bilan est plutôt positif également pour la deuxième société qui est S&P Global, puisque vous voyez que parmi les critères essentiels, eh bien seul le PER est en rouge, un peu moins élevé que pour West, dans les 40 ici, mais au-delà des 35 aussi. De la même façon, ça ressemble beaucoup à West Pharmaceutical Services comme société plutôt orientée croissance que dividende, même si le rendement qui est en orange est quand même plus élevé ici. La seule différence est le petit bémol côté résultat, puisque là c'est pas sans accroche, sans accroc plutôt, année après année au niveau augmentation, c'est plutôt au niveau global, puisqu'en 2017 nous avons vu que ça diminuait un peu. Dans tous les cas, le bilan reste plutôt positif avec une société solide, classique pour une dividende aristocrate. Pour la troisième entreprise, eh bien, nous retournons du côté de l'Europe cette fois-ci, et même du côté de notre chère France, avec une société dans le cadre du luxe, une société que nous avons déjà vue, et il s'agit de Hermès. Puisque nous l'avons déjà vu, je ne fais que la mise à jour de la société ici, je vous renvoie vers la vidéo avec la dernière mise à jour qui datait de octobre. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun critère d'entouré ici, et donc il n'y a rien à changer par rapport à ce que nous avons dit en octobre.
Quelques actualités du côté d'Hermès, avec tout d'abord la dénonciation d'un projet de NFT qui est Meta Birkins, puisque Hermès n'apprécie pas l'appropriation de sa marque. La maison de luxe parisienne, vous voyez, ne voit pas d'un très bon œil les versions digitales de son sac Birkin récemment imaginé et monétisé par l'artiste Mason Rothschild dans le cadre de NFT. Donc les NFT qui sont des non-fungible tokens, donc des jetons cryptographiques dans lesquels ça représente une image, pas une image, un objet numérique plutôt, et auquel il y a des identités numériques associées. Donc tout le monde de la crypto avec ces NFT qui on le vend en poupe la hype en ce moment, et du coup Hermès va dénoncer ça puisqu'on va utiliser son nom pour créer encore plus de hype avec cette société qui est très connue au niveau marque. Un peu de marketing, un peu de publicité avec Hermès Fit, la maison qui ouvre une salle de sport éphémère à Paris, comme vous le voyez, donc qui propose du sport mais aussi de l'esthétisme et du luxe associé à ce sport au niveau des beaux-arts en plein cœur de la capitale. La troisième actualité, il s'agit de Hermès qui est de nouveau primé puisqu'il avait déjà été primé dans le cadre d'un grand prix de l'emploi en France, et en tant que créateur d'emplois. On peut lire ici effectivement que Hermès elle favorise la création d'emplois et l'inclusion sociale sur le territoire, donc au niveau de la France. En effet, l'effectif de la maison donc, de Hermès a doublé en 10 ans, et cette tendance s'est maintenue ces dernières années, et même pendant la crise sanitaire. Mais nous l'avons vu, côté du luxe, la crise sanitaire, tout allait bien. Toutes ces actualités du côté d'Hermès ne remettent pas en cause le business et donc la couleur verte de ce business. Hermès reste une grosse capitalisation boursière présente dans le CAC 40 français, et c'est donc du vert également pour la capitalisation boursière. Le résultat, il reste en vert clair, plutôt globalement haussier, même si en 2020 ça a été un peu moindre qu'en 2019, mais ça repart très à la hausse en 2021. Le cours de bourse est sans appel, 296% de hausse sur 5 ans, c'est pour ça que Hermès se retrouve à la 3e place de ce classement, et c'est toujours haussier, pas de souci là-dessus. Le PER, lui, il reste très élevé, nous l'avons vu dans les sociétés du luxe, généralement le PER était assez élevé, et là c'est le cas. Côté dividende, le rendement est certes peu élevé, ce dividende est globalement en augmentation, et c'est là où je vous avais dit que côté des dividendes aristocrates européens, il y a un peu de largesse qui est fait, puisque par contre Hermès, ça fait quelques années qu'elle n'augmente pas son dividende, elle a fait quelques dividendes extraordinaires, mais par contre là, le dividende 2021 est exactement du même montant de 0,55 € par rapport au dividende de 2020. Côté distribution, une seule année en petit bémol, mais c'est vraiment un tout petit bémol, sinon les années normales, Hermès est du côté de 30% de ratio de distribution, ce qui est un ratio très faible, donc ça serait plutôt du vert, mais il y a une année bémol, avec de l'ordre de 60%, un peu plus de 60%, entre 60 et 70% de ratio de distribution. Un bilan plutôt positif, un tout petit peu moins bon que les sociétés précédentes puisqu'on voit un peu plus de vert clair côté dividende, mais tout cela reste bien positif et donc pas de souci pour cette troisième société. Nous repartons du côté des États-Unis pour la 4e société, et il s'agit de l'entreprise Cintas que nous n'avons pas vue ensemble, et donc nous allons faire l'analyse fondamentale complète de suite. La société Cintas Corporation, elle figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'uniformes de travail. La répartition de ces activités en chiffre d'affaires, c'est tout d'abord la location d'uniformes, 80% de son chiffre d'affaires. Donc vous voyez aussi des prestations de nettoyage des toilettes qui sont indiquées ici. Les prestations de services de premier secours et de sécurité, 11% du chiffre d'affaires. Des prestations de la protection contre les incendies, 6,3% du chiffre d'affaires, et encore quelques autres activités. Pour compléter, nous pouvons montrer que cette entreprise elle est principalement du côté de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, en Europe et en Asie, c'est-à-dire bien implantée partout dans le monde. L'entreprise est très ancienne, basée dans l'Ohio, Cincinnati. Elle a été fondée en 1968 et donc est très bien implantée depuis bien longtemps. Pas de soucis côté business, c'est donc du vert. Nous pouvons passer à la capitalisation boursière. Celle-ci est de 45,35 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert.
L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, il est en jaune ici sur le graphique et même visuellement ça se voit, c'est globalement en augmentation. Néanmoins, nous voyons en 2020 qu'il y a eu 1% de baisse par rapport à 2019 et donc c'est pas en augmentation année après année concernant ce résultat net, même si c'est le cas pour le chiffre d'affaires. Et donc du coup ça fait un mini bémol, mais il est vraiment tout petit ce bémol. Néanmoins, nous restons objectifs, un mini bémol et donc un critère de l'évolution du résultat net sur 5 ans et sur 3 ans que nous passons en vert clair. Le cours de bourse, lui, il est haussier sur 5 ans. Vous voyez 276,86% de hausse affichée, ce qui place cette entreprise quatrième du classement, et c'est pour ça qu'elle apparaît ici. Et sur 3 ans, par rapport à mi-décembre 2018, nous avons, depuis mi-décembre 2018 plutôt, nous avons 158,34% de hausse, c'est encore très haussier. Et donc un critère en vert, comme je vous l'avais dit. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 41,47. Donc là, il ressemble au PER de S&P Global. Ça reste un PER élevé, très élevé même, au-delà des 35 et donc dans la zone rouge. Passons côté dividende avec tout d'abord l'historique de ce dividende. Vous voyez des dividendes extraordinaires qui sont ici avec les pics et on voit une accélération de ce dividende sur les dernières années. Tout ça à la hausse, c'est ce que nous regardons. Donc nous voyons une hausse année après année. Et donc un critère en vert. La hausse année après année, vous voyez avec l'accélération, là c'est 27% de croissance de dividendes par an. Donc là ça peut être totalement intéressant dans une stratégie à dividendes aristocrate, cette augmentation de dividendes. Maintenant, c'est toujours pareil, le passé c'est le passé, est-ce que le dividende va continuer à augmenter aussi vite, pas aussi vite, etc. Il n'y a pas de vitesse nécessaire pour être dans les dividendes aristocrates, donc ça, à voir. Le rendement, il est assez faible, il est inférieur à 1%, il se situe entre 0 et 1%, zone que nous mettons en orange, mais là on s'approche des 1% quand même. Et la santé financière associée à ce rendement, un peu moins de 1%, nous regardons les 5 dernières années, et donc vous voyez que nous sommes à peine dans les 40%, nous dépassons de temps en temps les 40%, donc nous sommes loin des 60%. On voit que le pic sur ce graphique en 2014 était juste au-delà des 60%, mais nous, comme nous regardons les dernières années, avec l'évolution du résultat net d'année en année, eh bien l'entreprise, c'est pour ça qu'elle a réussi à augmenter fortement son dividende sans pour autant augmenter fortement son ratio de distribution, ce qui est très bien pour sa santé financière et ce qui met ce dernier critère en vert. Le bilan apparaît plutôt positif pour la société Cintas, quatrième de ce classement, en effet, puisque c'est le même bilan au niveau des couleurs, en tout cas, que la deuxième société qui était S&P Global. Nous voyons donc un seul bémol côté des critères essentiels, il s'agit du PER qui est en rouge, comme toutes les sociétés précédentes. Le rendement, lui, il est toujours en orange, comme toutes les sociétés précédentes, même s'il est plus élevé que celle précédente, mais nous sommes toujours sur une société qui est un peu dans le même mode, c'est-à-dire une société davantage tournée encore vers la croissance pour le moment que vers le rendement, en tout cas vers le pourcentage du dividende qui est versé, mais peut-être que cela va s'altérer au niveau des années, moins changer en tout cas au fur et à mesure des années, parce que l'entreprise a aussi un cycle de vie. Nous passons à la cinquième entreprise, nous restons du côté des États-Unis et il s'agit d'une entreprise dans les produits chimiques, c'est Sherwin-Williams. Nous avons fait les vidéos concernant les produits chimiques du côté du PEA et du côté du CTO. Je vous remets les liens vers ces deux vidéos. Je viens de les faire. C'est complètement un hasard de retrouver Sherwin-Williams en 5e position ici. Mais comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au classement que j'ai fait. D'une part, Sherwin-Williams fait partie des dividendes aristocrates. Et deuxièmement, Sherwin-Williams, au niveau de sa performance sur 5 ans, arrive à 275% et donc se retrouve 5e de ce classement. Mais en tout cas, avec les vidéos, vous pourrez aller voir tout le détail. La mise à jour, elle est très simple pour Sherwin-Williams, puisqu'il n'y en a pas. Je viens de faire la vidéo, donc forcément, ça va être tous les mêmes critères. Le business est donc en vert, pas de souci et pas d'actualité depuis une dizaine de jours que j'ai fait la vidéo. La capitalisation boursière, c'est une grosse capitalisation boursière, c'est toujours en vert. Le résultat est globalement haussier, même s'il y a quand même des années où ça ne
monte pas toujours. Le cours de bourse très haussier avec 275%. Le PER est élevé. On retrouve vraiment, à l'instar des autres sociétés, une société tournée vers la croissance plus que vers le dividende. Ce dividende est entre 0 et 1%, un dividende en augmentation année après année et un ratio de distribution parfaitement maîtrisé. Pas plus à dire sur cette société, vous voyez que les couleurs ressemblent beaucoup à celles d'avant, on reste vraiment dans le même mode pour le moment. Pour la 6e entreprise, nous retournons du côté de l'Europe, mais cette fois-ci pas en France, du côté de l'Angleterre. Et donc du coup, qui dit société britannique, dit société qui n'est pas éligible au PEA, contrairement à Hermès, la 3e de ce classement que nous avons vu, et qui sera la seule aujourd'hui à être éligible au PEA. Cette société, il s'agit de Spirax Sarco Engineering plc. La société britannique Spirax Sarco Engineering plc, c'est le leader mondial de la conception, la production, la commercialisation d'équipements de contrôle, de gestion de la vapeur et des fluides destinés essentiellement aux industries pharmaceutiques, pétrochimiques et alimentaires. Le groupe, c'est également le premier fabricant mondial de pompes péristaltiques. Nous voyons la répartition du chiffre d'affaires au niveau de ses activités. Tout d'abord, les équipements de contrôle de vapeur et des fluides pour 58%. Le groupe propose aussi de la formation, des prestations, sous forme de prestations en tout cas. Les pompes péristaltiques, ça concerne presque 27% de ce côté-là. Et enfin, le système de contrôle de la température et de la production de chaleur, c'est pour environ 15%. La répartition géographique de tout cela, c'est le Royaume-Uni pour 7,5%, tout ce qui est Europe, Moyen-Orient, Afrique 35%, les États-Unis, l'Amérique plutôt, 33%, et l'Asie-Pacifique 24%, donc une société bien diversifiée et avec plusieurs secteurs d'activité, et en tout cas bien répartis dans le monde. Si nous rajoutons à cela une date de fondation très ancienne de 1888 et des employés actuellement au nombre de 8200, eh bien cela fait un groupe dont le business c'est du vert puisqu'il n'y a pas de souci à signaler dessus. La capitalisation boursière, elle est de 11,32 milliards de livres sterling. Une livre sterling actuellement c'est environ 1,18 euros, donc ça serait un montant encore plus élevé en euros si nous le convertition, et donc dans tous les cas c'est une très grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net en jaune sur ce graphique, son évolution au cours des 5 dernières années. Eh bien on voit qu'entre 2016 on passe de 121 millions à 2020 à 173, mais par contre en 2018 nous étions au-delà des 200 millions et donc c'est une diminution sur les 3 dernières années. Une augmentation sur les 5 ans, une diminution sur les 3 dernières années, même si ce critère avec les estimations devrait repartir à la hausse et plutôt vers du vert clair, actuellement et objectivement il est en jaune. Le cours de bourse, lui, il apparaît très haussier, il apparaît en vert. La hausse est de 271,14% sur 5 ans, c'est ce qui donne la place dans ce classement, la 6e place du classement aujourd'hui. Sur 3 ans, la hausse elle est encore de 152,13%, c'est dans tous les cas de très fortes hausses et c'est un critère complètement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 55,25 et donc classiquement par rapport à toutes les sociétés que nous avons vues jusqu'à maintenant, il est dans la zone rouge, largement supérieur à 35 et donc un PER qui est très élevé, un indice de cherté très élevé. Passons du côté des dividendes avec l'historique du dividende, l'augmentation du dividende, l'évolution plutôt du dividende sur les 5 dernières années qui est ici en augmentation puisque nous regardons ici, ne regardons pas les différents pics avec des dividendes sûrement extraordinaires qui ont été donnés puisqu'il faut que ce soit seulement les ordinaires qui sont suivis en augmentation pour les dividendes aristocrates, je le rappelle, et donc une augmentation sans discontinuer sur les 5 dernières années, ça donne un critère qui est en vert. Côté rendement, le rendement est bien aussi classiquement par rapport à toutes les sociétés vues précédemment, c'est un rendement qui est relativement faible, mais qui a le mérite d'exister, 0,78%, inférieur à 1%, supérieur à 0%, et donc un critère qui est mis en orange. Et la santé financière de l'entreprise, le ratio de distribution associé à ce dividende relativement faible, mais tout de même entre 0,5 et 1%, et bien vous voyez que sur les 5 dernières années que nous regardons,
ici en 2016, nous aurions pu avoir 2021, mais ça va être du même acabit, eh bien nous sommes à chaque fois dans la zone des 40, et voire moins, et donc bien inférieur à la zone des 60%, et c'est donc un dernier critère du ratio de distribution qui est en vert. Le bilan apparaît davantage mitigé pour l'entreprise britannique Spirax Sarco Engineering plc, puisque un deuxième critère apparaît en jaune et pas en vert parmi les 5 critères essentiels. Il s'agit du résultat en plus du PER qui lui est en rouge et est donc très élevé. Pareil que pour les sociétés précédentes, le dividende est relativement peu élevé, hein, on s'approche quand même des 1% et très bien maîtrisé et en augmentation constante, mais par contre, effectivement, le signalement par rapport aux autres sociétés, c'est la dégradation côté résultat. Néanmoins, pourquoi la société se retrouve en 6e position de ce classement avec une grosse évolution du cours de bourse sur 5 ans? Eh bien, c'est que ce résultat ne va pas rester jaune longtemps. Dès la prochaine mise à jour, dès la mise à jour des résultats 2021, si les estimations sont bien tenues, eh bien, cela va repasser en vert clair et donc du coup avec un bilan exactement le même que les sociétés précédentes. Nous retournons du côté des États-Unis pour la 7e entreprise de ce classement, avec toujours plus de 256% d'augmentation sur 5 ans pour cette société. Et cette société, il s'agit de la société Eubot ou Eubot Laboratories, que nous n'avons pas encore vu ensemble et donc j'en fais immédiatement l'analyse fondamentale complète. L'entreprise Eubot ou Eubot Laboratories, c'est une entreprise pharmaceutique américaine qui a été fondée à Chicago en 1888, donc exactement à la même date qu'une entreprise vue précédemment, très vieille entreprise. A noter que l'entreprise a des effectifs, maintenant on a même passé les 100 000, hein, c'est 94 000 qui sont indiqués ici, et du côté de l'histoire, puisque vous voyez, on va y revenir, en 2011, Eubot se sépare en 2 groupes distincts, AbbVie, dont vous avez peut-être entendu parler, et Eubot, les 2 groupes, puisque maintenant ils sont séparés depuis 10 ans, les 2 groupes font encore partie des dividendes aristocrates américains. Je vous montrerai. Par contre, AbbVie, dans notre classement avec les performances boursières, arrive beaucoup plus loin dans la liste, mais nous verrons au fur et à mesure des vidéos, elle devrait être passée en revue dans nos analyses fondamentales. Concernant cette entreprise, nous allons continuer avec ce spécialiste de la recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation de produits pharmaceutiques médicaux. Voici son CA, donc son chiffre d'affaires réparti par grande famille. Et tout d'abord, il s'agit des dispositifs vasculaires pour 34%. Vous voyez ensuite les détails qui sont donnés. Les systèmes plutôt et instruments de diagnostic représentent là aussi plus de 30% du chiffre d'affaires, les produits de nutrition plus de 20%, les médicaments une dizaine de pourcents, et après il y a quelques autres activités. La répartition géographique, vous la voyez ici, c'est quand même plus de 30% du côté des États-Unis, et après ça se répartit beaucoup dans tout le monde, Allemagne, Chine, Japon, Inde, Suisse, Pays-Bas, et vous voyez même plus de 30% avec autres. Donc plein d'autres pays où ce serait encore inférieur aux Pays-Bas qui sont à 3,1%. Pas de souci pour cette entreprise du côté business, c'est du vert, c'est sans appel, et donc nous pouvons passer au deuxième critère qui est la capitalisation boursière. Elle est de 242,45 milliards de dollars, une énorme capitalisation boursière, une grosse en tout cas, et donc du vert pour le deuxième critère. L'évolution du résultat net au cours des 5 dernières années, eh bien vous voyez visuellement, c'est en augmentation, on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires c'est en augmentation aussi. Néanmoins au niveau du résultat net, on voit un petit bémol en 2017 avec quand même presque 66% de baisse par rapport à 2016, c'est l'année bémol, donc c'est pour ça que nous allons mettre ce petit bémol et nous allons mettre ce critère de l'évolution du résultat net en vert clair. L'évolution du cours de bourse, là il n'y a pas de bémol, c'est tracé en vert, c'est 256,87% d'augmentation. Et donc c'est très haussier, pas de changement sur 3 ans, c'est 93,77% de hausse, une hausse très forte d'un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 33,89.
Il est certes élevé, mais par rapport à toutes les sociétés précédentes, eh bien, nous sommes en dessous des 35, nous sommes dans la zone qui va de 25 à 35, même si nous approchons quand même un peu des 35, et nous sommes donc dans la zone qui est en orange, c'est quand même à noter, puisque parmi les autres sociétés, c'est la seule qui apparaît en orange pour l'instant. Côté dividende, l'historique de ce dividende, il est sur le graphique ici. On voit donc qu'il est en augmentation, surtout que nous regardons les 5 dernières années, donc l'augmentation elle est très très forte sur les 5 dernières années. Mais nous voyons ce petit élément un peu bizarre en 2013, mais en fait tout cela c'est normal, ça s'explique par la scission et la séparation en deux groupes. Je vous avais parlé de 2011 tout à l'heure avec la décision, mais c'est 2013 l'effectif. Et en gros, ces sociétés sont considérés toujours pour des dividendes aristocrates, AbbVie et Obot, puisque la somme des deux dividendes, là le 0,56, et vous voyez sur AbbVie la première fois, puisque c'est la création pour elle à 1,60, eh bien ça fait une augmentation par rapport au 0,96 d'avant, et c'est comme si la société ne s'était pas scindée en deux, nous avions continué. Donc maintenant ça donne une nouvelle référence pour chacune des sociétés qui mène son bonhomme de chemin, mais nous considérons qu'il n'y a pas eu de séparation, d'arrêt de l'augmentation du dividende, et donc c'est pour ça que ces deux sociétés font partie pour l'instant des dividendes aristocrates. Après, à elles de maintenir ce statut si elles en ont envie. Dans tous les cas, pour Ubot, c'est 8% de croissance en moyenne sur 5 ans, et peut-être même plus avec l'augmentation que nous avons vue après. Et donc un critère qui est en vert, ce sont des dividendes aristocrates, et c'est donc à peu près normal. Le rendement, il est de 1,37%. Il se situe donc dans la zone moyenne, entre 1 et 2%, un rendement intéressant qui est à 1,37% mis en jaune. Et ça aussi c'est à noter, comme le PER, eh bien c'est la seule société que nous voyons vraiment avec un rendement un peu plus élevé. Du côté de la santé financière associée à ce rendement, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Le ratio de distribution, le graphique ne passe même pas les 50. Nous en regardons sur les 5 dernières années. Nous sommes toujours inférieurs à 60%. Et c'est donc un dernier critère en vert. Le bilan pour l'entreprise Abbott apparaît plutôt positif et différent de ceux des autres entreprises pour cette 7e entreprise du classement. Vous voyez que parmi les critères essentiels, seul le PER apparaît en orange et il n'apparaît pas en rouge cette fois. Il se démarque des autres sociétés et il est inférieur à 35. Du côté du dividende, là aussi, ça se démarque puisque le rendement est plus élevé que pour les autres sociétés et dans tous les cas, le dividende reste en augmentation année après année et parfaitement maîtrisé avec un ratio de distribution faible, ce qui est très bien pour la santé financière de l'entreprise. Dernière entreprise de cette vidéo, eh bien c'est une entreprise que nous avons déjà vue puisqu'il s'agit de l'entreprise Lowes pour Lowes Improvement Warehouse, Lowes Home Improvement Warehouse pour le nom complet. C'est une société que nous avons déjà vue et c'est un hasard puisque je vous renvoie vers la vidéo, mais je l'ai présentée parmi les idées intéressantes des sociétés de décembre. En effet, puisque je disposais de cette société dans mon portefeuille au mois de novembre en tout cas, et elle a surperformé les indices, son indice de référence en tout cas, au mois de novembre. C'est pour ça que je l'avais présenté dans cette vidéo des idées intéressantes, en plus d'avoir un bilan plutôt positif. Le bilan justement pour Lowes, voyons-le un peu plus en détail dans cette société qui est dans une chaîne de distribution dans tout ce qui est matériaux de construction et de jardinage. Le business, pas de soucis, c'est toujours en vert et il n'y a pas plus d'actualité par rapport à quand je l'ai présenté puisque ça fait vraiment pas longtemps. La capitalisation boursière, c'est une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le résultat est globalement haussier, même si il y a toujours un petit bémol ici ou là, et donc c'est pour ça que pour l'instant c'est du vert clair, mais ça risque de rester en vert clair. Le cours de bourse, lui, il est très haussier, néanmoins à noter que sur 5 ans nous passons en deçà des 250%, mais bon, c'est quand même plus de 250, un peu moins de 250%, je crois que c'est 236%. Sur 5 ans, c'est toujours très haussier, et c'est pour ça qu'elle arrive en 8e position de ce classement des dividendes aristocrates au niveau de ces sociétés. Le PER, eh bien lui, il se dénote encore plus que pour Ubot et encore plus des autres sociétés puisqu'il est, lui, dans la zone jaune carrément. Donc la zone qui va de 17 à 25, donc ça devient un PER
plus intéressant, beaucoup moins, un indice de cherté bien moins cher pour cette société. Et c'est pour ça que le bilan, il est positif, il est carrément positif pour cette société que je l'avais présenté dans les 8 idées d'action intéressantes en décembre. Du côté du dividende, le rendement est en jaune, comme pour Avot, c'est un rendement qui se situe entre 1 et 2%. Ce dividende est en augmentation année après année, sans discontinuer, et depuis plus de 25 ans, puisque ça fait partie des dividendes aristocrates. Et côté du ratio de distribution, et bien là ça ressemble un peu à Hermès, il y a eu juste l'année 2019 où ce ratio de distribution a été de 68%, sinon c'est un ratio de distribution parfaitement maîtrisé et qui tourne autour des 30%. C'est seulement que l'année 2019, et ce qui explique aussi ce résultat en vert clair, était un tout petit peu moins bonne du côté des résultats. Donc pour une entreprise, c'est jamais trop embêtant si c'est une seule année où ça se passe comme ça, surtout là, et en plus avec un ratio de distribution qui n'est pas non plus qui n'était pas monté de façon très élevée, donc c'est un petit bémol, mais par contre c'est toujours à surveiller à long terme, mais dans ce cas ça se passe très bien et ça donne un dossier positif. Et donc voici le tableau complété avec toutes ces couleurs et toutes les différentes sociétés. On va voir pour vous celles qui vous intéressent pour une stratégie dividende aristocrate. Nous verrons celles qui viendront ensuite dans ce tableau, puisque je pourrais descendre la liste. Nous avons beaucoup de sociétés encore, nous en sommes là à plus de 236% sur 5 ans, c'est-à-dire un x3 de vos investissements si vous aviez investi il y a 5 ans, en plus des dividendes reçus. Et je ferai bien entendu d'autres vidéos sur d'autres stratégies aussi. Il y a déjà celle sur les forts dividendes, mais il y aura de la value, du momentum, et bien d'autres, de la croissance bien sûr, et bien d'autres encore. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.